Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode d'Arrêt Caméra sur La Croisette. Je rigole parce qu'en fait on enregistre en même temps, mais on sait jamais si vous nous écoutez un autre jour, vous voulez écouter un épisode différent. Voilà, on dit quand même bonjour, c'est l'usage. Arrêt Caméra, on est toujours poli. Voilà, c'est ça. Bon, on va enchaîner directement avec le programme de ce troisième jour. Très musclé, il y a un film de Stéphane de Moustier, oui. L'inconnu de la Grande Arche. Bah, tu veux qu'on commence direct par en parler avant de dévoiler ? Oh, quoique non, on va aussi parler d'Eddington d'Ari Aster et du film Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski. Voilà, merci Julie. Et donc sur L'inconnu de la Grande Arche, donc c'est le nouveau film de Stéphane de Moustier, un an après Borgo. On se souvient, il a reçu le César de la meilleure actrice pour Asia Herzi, qui d'ailleurs est en compétition cette année à Cannes. Et je trouve que c'est une sorte de suite logique de sa carrière, parce qu'on sait que Stéphane de Moustier a commencé, alors avant d'être d'ailleurs dans le cinéma, il travaillait au ministère de la Culture dans un département concentré sur l'architecture. Tiens, c'est bizarre, c'est un lien. Ah, il y a peut-être du vécu. Voilà, il y a un lien. Et ensuite, il a fondé une boîte de production avec sa sœur, Jeanne de Moustier, je crois, Année Zéro. Et il s'est lancé dans une carrière de cinéaste de court-métrage. Il a fait quelques films à petit budget. Et au fur et à mesure, je trouve qu'il a pris du bagou, de l'ampleur. Et là, je trouve que c'est vraiment son premier gros film. Si tu vois ce que je veux dire, gros film, c'est-à-dire, vous verrez le film, mais avec une grosse ambition, quelque chose qui fait vraiment... Il y a même aussi un gros casting, voilà, et puis même le sujet, ça reste, Morgane, un film sur l'architecture et un gros ensemble, donc je comprends ce que tu veux dire par gros film, c'est effectivement un gros film français, quoi. On n'est pas du tout dans le drame intimiste ou dans la petite histoire, c'est une imagination, en fait, du destin d'un architecte danois, celui qui est à l'origine de la fameuse Grande Arche de la Défense, qui s'entremêle, et c'est ça qui est assez intelligent, avec l'histoire française et plus précisément la bascule en politique de la gauche socialiste mitterrandienne, à la rigueur incarnée par la droite, et notamment Alain Juppé et la cohabitation. Voilà, ça. Et justement, pour donner un contexte, le film se déroule entre 83 et 87. Il y a un concours et il reçoit le projet donc, de la Grande Arche. Et du coup, il est commandité, Johann Otto von Sprekel, c'est ça, avec sa femme, pour venir, et il s'installe à Paris et il découvre en fait ce que c'est que la France. La France effectivement, on en parlait pour dossier 137 de la bureaucratie, des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on peut faire, mais qu'on peut, mais il faut quand même bidouiller pour réussir à faire. Et aussi, pardon, mais la France du blabla, oui, en fait. C'est ça, ouais. C'est-à-dire la France à l'oral, des grandes ambitions, des envies irréfrénées et des actes permanents de contrition, de renoncement et Enfin, je veux dire, le fait de n'avoir aucun problème à dire le lendemain est l'exact contraire de ce qu'on a dit la veille. Et on sent qu'au niveau de l'architecte danois de Johann Otto von Sprekel, je l'ai bien dit. C'est ça, ouais. J'y suis arrivée du premier coup. On sent, en fait, avec ce décentrement, ce déciment de la culture française vue par un Scandinave, en l'occurrence, on sent cette espèce d'effarement constant face... comme ça, à des micro-trahisons qui se perpétuent au quotidien, c'est assez fascinant. Je trouve que c'est une très bonne idée, d'ailleurs. Oui, en fait, le film, c'est un peu une critique de la France, c'est ça qui est assez... Oui, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, je dirais pas que c'est amour-haine, mais effectivement, Morgane, il y a une critique de la France mais qui se fait avec beaucoup, je trouve, de lucidité sur ce qu'on peut y faire, ce qu'on ne peut pas y faire, et toutes les contraintes qui existent.
Et je trouve ça bien d'ailleurs qu'il ait pu employer des acteurs danois qui s'efforcent à parler français. Alors je crois que l'actrice de Borgen, dont j'ai oublié le nom. Oui, Sitz Babette Knudsen. Voilà, elle est quasi bilingue. Oui, elle parle très très bien français. Impressionnant. Et Claes Bang, qui jouait dans The Square, lui, il a dû apprendre le français, mais il se débrouille bien, même si on comprend pas forcément, mais on sent que ça a aussi une incidence dans les dialogues avec les personnages, les bien Français, sûr. Que ce soit Swan Arlo d'ailleurs qui joue un architecte assez salaud sur les bords. Oui, mais en fait, je trouve que tous les personnages du film sont excellents. Il y a bien sûr l'architecte, il y a sa femme, mais aussi alors les personnages français. Donc il y a effectivement Swan Arlo qui a un côté très comment dire, très équivoque, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose puis il dit l'autre et on ne sait jamais tout à fait ce qu'il pense et c'est très bien fait dans le film, c'est-à-dire on sait jamais si c'est un méchant ou un gentil en fait. Il y a Xavier Dolan qui est peut-être, désolé pour lui, meilleur acteur que réalisateur. Je confirme. Mais très bon acteur là. Ouais. Oui, non mais qui joue un conseiller, voilà, Subilon, non mais c'est excellent, qui joue un conseiller du président de la République, et là encore c'est jouissif parce que je l'ai trouvé tellement réaliste dans sa composition. C'est absolument fabuleux. Et il y a Michel Faux. Voilà, Mitterrand, extraordinaire. C'est le personnage du film, il est génial. Vrai. Michel Faux, il est incroyable. C'est la bonhomie. On n'imagine pas Mitterrand comme ça, je pense qu'il a vraiment personnalisé son... Et pourtant, il ne lui ressemble pas physiquement, mais je veux dire, on se dit c'est Mitterrand. Enfin, il y a un côté pince sans rire, il y a un côté, je veux dire, conscient de lui-même et en même temps parfois comme mentalement absent. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un excellent rôle. Enfin, pour moi, un des meilleurs, sûrement qu'on verra cette année dans le cinéma français. Mais c'est ça, toute la force du film, c'est d'être à la fois drôle, brillant, fin, intelligent. Je trouve qu'il c'est vraiment... C'est un bijou d'équilibre pour moi. Ouais, bijou d'écriture, bijou d'acting. Et sur ceux qui ont été déçus de Brutalis, je pense qu'ils seront contents parce que le film... c'est mieux. Enfin, les deux films communiquent d'une certaine manière. Il y a notamment une scène qui c'est quasi rappelle. Similaire. On dira pas quoi, mais quasi similaire dans le cadre et tout. Mais c'est accidentel, tu vois. Mais c'est marrant. Mais même dans le principe même d'employer un architecte dans notre qui est décentralisé dans notre pays. Alors certes, dans Brutalis, il y a tout le contexte. Le contexte est différent. Shoah, immigration, mais qui quand même fait que les deux films s'appliquent quand même à interroger aussi les pays d'adoption en fait complètement parce que c'est ça en fait le Brutalis c'est sur l'Amérique et L'inconnu de la Grande Arche c'est sur la France, mais je trouve que le film est plus juste sur ce que c'est que être un architecte que par rapport au film de Brady Corbet qui est plus un prétexte finalement pour raconter plein d'autres choses, mais on sent aussi que Doug Messier qui a travaillé dans ce cadre-là de l'architecture avait du background comme on dit. Oui, et puis juste pour conclure sur ce film avant de passer au suivant, Morgane, je trouve aussi que c'est une très belle réflexion sur ce que ça signifie être artiste, les compromis qu'on peut faire ou pas, et par extension, où est-ce qu'on se situe en tant qu'artiste selon qu'on cède ou non, qu'est-ce que ça implique pour soi, pour son mental, la solitude qui s'en ressent. Enfin, là encore, on est forcé de le comparer à The Brutalist, mais j'ai trouvé ça plus fin, plus fort et même plus transcendant. Ouais, c'est très bien dit, Julie. Et on passe maintenant à Eddington, le gros morceau d'Ari Aster. Alors, l'un des films les plus attendus du Festival de Cannes. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Julie, sachant que les premiers avis sont assez il y a beaucoup d'avis mitigés. Alors, même si surtout très mauvais finalement. Alors surtout à l'étranger, j'ai l'impression, parce qu'en France, grosso modo, ça m'a l'air... je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais... Les grilles des étoiles, c'est pas trop ça. Hein. Ouais, bon en fait, je pense qu'on est parmi les seuls à avoir énormément aimé. C'est ça. Alors, c'est un sacré projet, Eddington. Donc, Eddington, c'est une ville sans... fictive. Fictive, sans dire individuellement ce qui se passe. C'est que le film est centré autour de la personnalité du shérif de Joaquin Phoenix, qui a des problèmes dans sa vie personnelle et qui, subitement, aussi parce qu'on sent que tout le monde le méprise un peu et que lui il se sent plus important que ce qu'il est vraiment. Il est assez revanchard et il veut devenir maire de la ville. Et pour ça, il est prêt à tout. Et il veut devenir maire de la ville dans un contexte où les États-Unis... à l'image de ce qu'ils sont aujourd'hui, perdent complètement la boule. Donc, on est pendant la pandémie de Covid. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas porter des masques. Il y a des gens qui croient que le vaccin va leur inoculer la rage ou on ne sait quoi. Il y a des sectes qui sont en train de monter. Il y a une prédominance d'Internet. Bref, tout le monde a l'air totalement fou et hystérique
peu importe le bord politique, et je pense que c'est ça qui a fait que le film a eu pas mal de retours mitigés, Morgan. Ouais, je pense que les gens sont un peu consternés, circonspects plus que consternés, par rapport à ce que veut raconter Ari Aster, parce qu'effectivement, il dézingue tout. Même si je pense que le film qui épouse le point de vue de son personnage reste quand même une grosse critique de ce que c'est que les... Bien sûr. En fait, je pense, Morgan, que les gens ont confondu... À mon avis, beaucoup de gens ont dû se dire que Ari Aster se croyait meilleur que tout le monde en faisant que critiquer les gens et en les renvoyant dos à dos. Pour moi, c'est pas tant ça, mais on pourra épiloguer dessus, que Ari Aster qui, en fait, dit juste... je suis effrayé par ce qui se passe et je veux montrer ce qui se passe dans mon style à moi. Voilà, pour moi, c'est ça, Eddington. Mais c'est surtout un film, ça correspond au cauchemar de son personnage principal, qui est une espèce de couard, qui est pas un type bien d'ailleurs, et qui d'ailleurs est plutôt républicain que démocrate en soi. Je veux dire, c'est une espèce de MAGA avant l'heure. Ouais, c'est ça, c'est un petit droitard, même s'il est pas raciste en soi, mais parce que voilà, il n'a pas l'air raciste. Non, c'est un droitard passif. Voilà, mais du coup, qui par esprit d'opportunisme, d'un coup devient pro Black Lives Matter, puis d'un coup il balance son coéquipier noir, et du coup c'est l'inverse, et puis enfin voilà, c'est plein de trucs, et puis le cauchemar ultime de ce type de personne, c'est de se faire attaquer par un groupe d'antifa, enfin c'est ça, c'est assez exceptionnel d'aborder autant de thématiques, même si je trouve que le film frôle pas mal la boursouflure, parce que c'est chargé en idées, en scènes, d'ailleurs il y a beaucoup de scènes marquantes, hein, voilà. C'est pas évident, ça va dans tous les sens, voilà. Il y a un côté un peu Looney Tunes aussi. Complètement. Ah non, mais c'est Tex Avery. C'est ça, doit être plus Tex Avery d'ailleurs que Looney Tunes. Ah non, mais c'est incroyable. Enfin, moi, ça m'a fait délirer du début jusqu'à la fin. Je dis ça parce que, Morgan, toi tu le sais, mais je suis pas une grande fan du cinéma de Ari Aster. Et là, je me dis, ouais, il tient quelque chose parce que, en fait... dans ses autres films, il y avait de l'affect, mais disons que son affect m'intéresse plus ici que l'affect Midsommar. Mon Dieu, j'ai perdu ma compagne, je fais mon film. Enfin là, ça m'intéresse plus parce qu'il dit quelque chose sur le monde plutôt que dire quelque chose de lui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai lu des tweets qui parlaient de Mommy Issues encore, alors que je trouve que le film évite complètement ça. Alors effectivement, il y a une mère qui est horrible dans le film, mais c'est un truc du film, il y a plein d'autres choses. Pour moi, c'est un film, en fait, vraiment qui dit son angoisse par rapport au monde, et c'est un film qui dit aussi qu'on est submergé d'actualités négatives, qu'on est accro à ça, qu'on est accro à Internet. On est tous constamment sur Internet. Et c'est peut-être le film qui le montre mieux de tous ceux que j'ai vus récemment. C'est qu'on est tous sur Internet, on décide tous de ce qu'on fait au quotidien par rapport à Internet, parce qu'on passe notre vie dessus. On est dans des réalités alternatives. Là encore, hein, et ça rejoint... Non, mais ça rejoint un peu finalement le Mission Impossible dont je parlais au premier épisode d'Arrêt Caméra qui relate le Festival de Cannes. Enfin voilà, il y a vraiment un côté hypnotique dans le film. Et en fait, ce qui est vertigineux, c'est que les gens ne parviennent pas à en sortir et ils nous entraînent avec nous. Et ça provoque une espèce de d'écœurement que moi, je trouve salutaire. Enfin, pour moi, c'est vraiment un film réussi. Et puis, ce qui est fou, c'est que le film a été écrit, tourné avant la réinvestiture de Trump et tout le délire avec Elon Musk, etc. Et il l'annonce, en fait. Et en fait, il l'annonce. Alors, voilà. Certes, les gens diront que c'est pas pertinent par rapport au réel, mais mine de rien, moi, si, quand même. Et je trouve que c'est important que ce film ait été fait à ce moment-là et qu'il y ait une espèce de préscience de tout ça. Et juste pour terminer, pour ceux qui aiment le cinéma, le film est un western avec beaucoup de trucs horrifiques, enfin, un néo-western, on va dire, avec beaucoup d'éléments horrifiques, mais ce n'est plus le cinéma d'horreur qu'il faisait auparavant, Ari Aster. Et surtout, c'est un film qui déconstruit un peu Rio Bravo de Howard Hawks, puisque au lieu que ce soit le John Wayne fier qui essaie de faire communauté, là, c'est plutôt parce qu'ils ont à peu près le même rôle, c'est un shérif aussi, c'est l'anti-John Wayne qui ne réussit pas justement à faire communauté et ça part en sucette. Voilà. Bien sûr, c'est l'autorité qui est complètement déchue, qui n'est plus reconnue, c'est-à-dire on a quitté le temps de l'idéalisme, on a quitté celui aussi des chevaliers servants. On est dans le grand n'importe quoi qui trouve pas forcément sa fin dans le sens où en fait quelque part le film dit que malgré toute cette série collective à part avancer on n'a pas trop le choix. C'est ça, et je pense que le film sera peut-être réhabilité Moi j'en suis convaincu. Avec le temps. C'est un peu le Southland Tales de cette compétition, parce que Southland Tales en 2005 avait été complètement mal accueilli, et pourtant, même si le film a ses défauts aussi, Southland Tales, il annonçait aussi quelque chose de l'Amérique des années 2000, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, le rapprochement entre les deux films.
On a terminé avec Kensington, donc sacré morceau, et on termine avec Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski, qui est un deuxième long métrage, après quand même pas mal d'années à galérer pour monter son deuxième film, parce que son premier date de 2016, et il fait suite à un court métrage qui s'appelait J'ai vu le visage du diable, où elle reprend d'ailleurs certains acteurs qui sont polonais, mais elle le tourne cette fois en... Film qu'on avait vu d'ailleurs, toi et moi, Morgane. Oui, c'est ça, qui était à la quinzaine il y a 2 ans. Mais cette fois, elle l'a tourné dans un village en France, mais avec toujours quelques acteurs polonais, parce qu'elle est d'origine polonaise d'ailleurs. Oui. Non, mais oui, non, j'ai eu un bug, oui, un moment d'absence. Mais non, alors moi, ce qui m'a fait marrer par rapport à Que ma volonté soit faite, c'est que c'est la séance à Cannes, Morgane, où on a vu le plus de gens partir. Enfin, il y en a au moins 20, 30 qui ont quitté la salle. Plus. Rien que sur le balcon, donc il y en a forcément plus en bas dans l'orchestre. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu injuste, même si je comprends que le film puisse provoquer un certain rejet. Alors, c'est un film qui parle de beaucoup de choses. Il parle... un peu d'immigration, c'est-à-dire voilà, des Polonais en France, comment ils vivent entre eux, comment ils vivent avec des Français. Aussi, il parle de comment ça peut se passer dans un village où on vit, on va dire, entre... Enfin, un village, c'est même pas un village, en vrai, c'est quasiment un hameau. C'est un hameau, ouais. C'est-à-dire, on vit entre 15, 20 personnes. De comment quelqu'un qui sort du lot peut être appréhendé, et souvent ça se passe pas bien, puisque Roxane Mesquida qui débarque, enfin voilà, elle est de suite prise pour la sorcière du village, alors qu'on est quand même à une époque relativement moderne. C'est aussi un film, je trouve, qui parle, alors certes, de désir féminin, mais c'est un peu facile, mais pour moi de traumatisme, voire de dépression, parce que le personnage principal est coincé entre 3 hommes, donc entre ses 2 frères et son père. On sent aussi le poids des traditions, parce que final, comme sa mère n'est pas là, désolé, hein, c'est elle à qui on fait remplir le rôle de servante de la maison, débarrasser les assiettes, faire à manger. On lui nie un peu son existence, et on cherche à la contraindre pour que rien ne dépasse, mais bien évidemment ça dépasse, et ça dépasse de manière grotesque et horrifique. C'est ça. Le film est en fait un film d'horreur, mais qui emploie très peu finalement d'effets, à part par des effets de montage qui sont assez brillants d'ailleurs, et par la musique qui est très inspirée. C'est d'ailleurs la réalisatrice et son frère qui l'ont faite, et ça passe entre d'ailleurs la musique de western, parce qu'on parlait d'Eddington, donc il y a une musique un peu western, puis après une musique un peu black metal, et le film embrasse toutes ces références. Certes, ça peut être beaucoup plus démonstratif que dans d'autres films qu'on a vus auparavant, notamment le personnage joué par Roxane Mesquida, qui a une attelle qui ressemble au personnage de Crash. Voilà, c'est Avril Lavigne si elle avait joué chez Cronenberg. C'est ça. Et il y a une scène qui reprend, mais d'une manière différente quand même, la scène de Wake in Fright, de la chasse aux kangourous. Je dis différente parce qu'au finalement la finalité est complètement différente. C'est un peu comme si elle revoyait ces classiques, mais d'un point de vue de femme, et aussi de l'oppression des femmes. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux fait que chez Masha Sielinski, puisqu'on est beaucoup plus dans quelque chose qui est beaucoup moins punitif finalement. Et je suis d'accord avec toi. Alors déjà, moi, il y a une chose que j'ai aimé, même si j'ai pas adoré non plus le film, mais je l'ai quand même apprécié, c'est que je trouve que c'est un point de vue original, et j'insiste parce que c'est pas toujours évident comme ça de voir un premier long métrage ou un second là en l'occurrence, et de se dire ah oui, je vois une patte là, c'est le cas quoi. C'est-à-dire, il y a, enfin, dans sa manière de voir la France rurale, dans ce qu'elle en raconte, enfin, je peux dire, oui, là, j'ai vu un film de Julia Kowalski. C'est ça, et sans méchanceté, c'est un peu Carrie au bal des ploucs, en fait. Non, mais c'est vrai. Pas qu'elle dit que ouais, les provinciaux sont horribles, mais elle montre quand même une certaine partie une rudesse, voire une certaine méchanceté gratuite, et on le voit quand, en groupe, il y a... des vendettas qui s'opèrent, c'est absolument terrifiant. Ouais, ça. Mais si vous aimez le cinéma de genre des années 70, cinéma de films de possession, parce que c'est un peu ce qu'est ce film, je pense que vous aimerez. Ouais. On a fini avec le programme de jour 3. Ouais, et ben on va vous laisser, et on va aller voir plein de films pour vous concocter ensuite le jour 4. On vous dit à très bientôt. À bientôt.